Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le 19 mai 2020. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, en ce moment, il y a une bataille de chiffres, hein. On entend tout et n'importe quoi. Et donc, on a décidé, évidemment, surtout Anne, hein, d'aller mettre son grain de sel là-dedans. Donc, je vais lui donner la parole, la laisser vous expliquer son tableau et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc devant la frénésie des chiffres autour de l'épidémie actuelle, j'ai fait moi-même une remontée de données des chiffres de l'INSEE. Donc ça, c'est la mortalité en France, le nombre de décès, toutes causes confondues, donné par l'INSEE depuis 2014. C'est un indicateur numéro 436 394 que vous pourrez retrouver sur le site de l'INSEE. Les chiffres en jaune 2019 et 2020 sont des chiffres provisoires et le chiffre du mois d'avril, je l'ai construit avec des chiffres de l'INSEE également, mais sur la base du nombre de décès moyens par jour qu'il donne pour le mois d'avril, donc 2510 pour les 15 premiers jours et 1740 décès par jour pour les 15 derniers jours d'avril. Voilà. Donc on entend depuis quelque temps que l'épidémie, c'est des taux de mortalité qui ont atteint des niveaux records, avec des taux d'augmentation de l'ordre de 23% sur la période. Donc en effet, donc ici on a bien une augmentation de 23%, hein, il n'y a pas de problème. Seulement en fait, ça n'est pas vraiment significatif en termes statistiques, j'entends, puisque les années sont très variables. On voit bien qu'en mars, par exemple, où il y a eu des épidémies, on atteignait quand même à peu près le même niveau ici, sachant qu'il ne faut jamais oublier que la population française vieillit beaucoup en ce moment. Donc on aura de toute façon une mortalité en hausse dans les mois d'hiver, notamment lors des épisodes de grippe. Donc voilà, bon, pour le mois d'avril, alors évidemment là ça fait une hausse importante puisque en général la grippe elle intervient plutôt entre décembre et mars. Donc là on n'a pas de référence vraiment sur les années précédentes. Donc ici on a bien 23% sur la période, mais il faut savoir que ici par exemple en mars, entre mars 2017 et mars 2018 on avait 20% d'augmentation. Entre février 2014 et 2015, on avait 23% d'augmentation. Et entre janvier 2016 et comment dire, 2017, on avait 27% d'augmentation. Donc, ça ne sont pas des chiffres qui vont pouvoir nous permettre de considérer qu'il y a, oui ou non, une catastrophe sanitaire, ou en l'occurrence là, il n'y a pas lieu de mettre en place une dictature, puisque l'état d'urgence, c'est une situation de dictature légale, prévue par la loi, mais c'est une situation de dictature, donc j'emploie ce mot à bon escient, dans le sens où tout le pouvoir est concentré dans les mains de l'exécutif français. Donc voilà, donc vous voyez 23%, 27%, ce sont des chiffres qui sont assez communs finalement. Tous les ans ou tous les 2 ans, on a ce phénomène. Bien, donc c'est très variable selon les années. Donc on va reprendre plutôt les chiffres où il y a des épidémies sur toutes les années précédentes pour pouvoir, disons, prendre un peu de recul. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est variable aussi selon les années, selon la gravité de la grippe. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas dans une année où la grippe est grave, mais je veux dire, par rapport à par exemple 2015, on voit que la mortalité pour les mois d'hiver de janvier à avril avait augmenté de 13,75% par rapport à l'année précédente. Hein, et ça n'a pas donné lieu à la mise en place d'un état de crise sanitaire. Pareil, en 2010, entre 2016 et 2017, on peut voir une augmentation aussi de 6%. Pour du coup les mois de janvier à avril 2020 par rapport à ceux de 2019, on atteint 7% également. Donc
c'est pas la première fois qu'on a une grippe ou disons un hiver où les chiffres atteignent, le chiffre des décès atteint des records. Et c'est pas pour autant qu'on a disons, mis en place cette dictature. Alors ce qu'il faut savoir aussi et ce qu'il faut prendre en compte surtout dans le raisonnement, c'est que depuis 2015 jusqu'à 2020, vous voyez, la population de ceux qui sont en général le plus touchés par la grippe et qui représentent 90% des décès en France de la grippe, sont passés de 11 990 000 à 13 453 000. Ce qui fait une augmentation de 12% sur 5 ans. Donc en fait, on peut pas considérer que le taux de mortalité en fonction de ce chiffre-là va forcément augmenter, surtout que les plus de 65 ans font partie, enfin, évidemment, on décède davantage que les plus jeunes, surtout en hiver. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire très attention aux chiffres qu'on nous montre et que il y a une volonté je dirais, terroriser la population française avec des chiffres qui ne sont pas, disons, étudiés correctement. Je vais vous montrer là deux unes de journaux d'ailleurs où on a des chiffres qui sont donnés avec un temps de lecture pour l'article de 1 minute, ce qui veut dire que vraiment c'est des statistiques qui sont données comme ça à l'appel. On a même des chiffres qui sortent de l'ordre de 150%. Donc voilà, il faut attendre de toute façon pour pouvoir étudier les bilans. La surmortalité, elle est de 23 650 par rapport à l'année dernière, mais c'est des chiffres qui sont tout à fait répandus lors des crises épidémiques. Pour 2017, on avait une surmortalité de 21 000, or ça intervenait en hiver, donc c'est normal que ce soit à la rigueur moins fort que pour mars et avril. Puisqu'il y avait aussi une grippe l'année précédente, et pour 2015 où ça a été l'année où le taux de mortalité a été le plus important, où a connu une plus forte hausse, c'était de l'ordre de 25 à 26 000 morts en plus sur la période hivernale. Donc voilà, il faut raison garder et faire attention aux informations qu'on nous donne. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne continuation dans cette histoire et j'espère qu'on sera libérés bientôt. À bientôt, au revoir. Voilà, donc Anne vient de parler à l'intelligence des Français. Je pense qu'elle a quand même été relativement éloquente et claire concernant donc l'interprétation des chiffres. Alors, ce qu'il faut retenir dans sa plaidoirie, c'est le fait qu'on a gardé les chiffres de la tranche d'âge d'au-dessus de 65 ans. Pourquoi? Puisqu'ils représentent 90% des décès, les plus de 65 ans. Et d'ailleurs, j'ai une preuve. Vous êtes donc au courant que le Charles de Gaulle a été donc confiné, puisque tous les membres d'équipage, au nombre de 1700, étaient donc touchés. 1045 ont été infectés. Il y a eu 25 hospitalisations, dont 2 en réanimation. Certainement qu'ils avaient des défenses immunitaires très faibles, carence en B12 et en méthionine certainement. Au passage, je le glisse, voilà. Non, mais c'est important quand même d'avoir un système immunitaire en bonne santé, quoi. Mais là, si vous voulez, donc, nous avons donc un sujet d'étude où des personnes donc jeunes, puisque ce sont des militaires, confinés sur un porte-avions, donc voilà, il n'y a eu aucun décès. Donc cette grippe concerne bien donc les personnes de plus de 65 ans et ceux évidemment qui ont un organisme faible. Voilà. Et je vous ne mène pas en bateau si j'ai pris comme exemple le Charles de Gaulle, mais c'est quand même un indice important. Voilà.
Alors ensuite, je voudrais donc en revenir à notre cours de justice, à notre plainte qui est donc, si vous voulez, déposée auprès de la Cour de justice de la République. Voilà. Alors j'ai des hésitations parce qu'il y a un moteur de bateau qui passe. Je ne sais pas si je dois couper ou continuer. J'espère qu'il va filer. Voilà, que je puisse continuer. Je l'entends s'éloigner, c'est bon. Voilà. Mais ça perturbe, c'est vrai, surtout que j'aime pas faire de coupe. Hein, j'aime faire les vidéos d'un premier jet. C'est beaucoup plus authentique, sincère. Je fais confiance, si vous voulez, au ressenti. Hein, c'est pas de l'improvisation. Voilà, c'est l'expression d'un ressenti sur le moment. Alors, pour en revenir donc à la justice, il est très important, il est vital que la séparation des pouvoirs soit effective. Pour nous, un ministre de la justice, si vous voulez, c'est un cheval de Troie introduit dans le jardin des juridictions et évidemment avec l'ordre des jésuites, si vous voulez, ils ont une influence considérable, hein, ils ont placé pour nous leur pion à la Cour de cassation. La Cour de justice de la République nous a toujours pas répondu. Hein. Je rappelle quand même que le motif de la plainte, c'est quand même plainte, hein, et atteinte à la sûreté de l'État. Surtout que l'ordre des jésuites sont des récidivistes. Hein, ils ont été chassés de plus de 80 pays dans le monde. Hein, je ne vais pas vous reparler d'eux, hein, je crois que ça y est, vous êtes comme moi, vous en avez assez soupé. Voilà. Alors, donc, je vais donner la parole maintenant, si vous voulez, au général Hervé Renault, qui va rappeler donc leur devoir aux gendarmes, c'est-à-dire aux gardiens de la paix, parce que si vous voulez, en continuant à obéir à ce gouvernement, hein, qui sont des suppôts du pape, hein, bon, ben, ils deviennent de facto une milice du Vatican. Voilà. Alors, je pense qu'il était important que le général leur rappelle leur mission première. A tout de suite. À travers l'exemple de Maurice Guillaudeau, je souhaite rendre hommage, moi, à ces gendarmes, résistants de l'ombre, de la première génération, que l'histoire aurait pu oublier. Ce sont 12 000 gendarmes, soit plus du quart de l'institution à l'époque, qui s'engagent activement dans la résistance, en dépit des pressions très fortes exercées par l'État français et ses suppôts, Joseph Darnan, secrétaire d'État au maintien de l'ordre, étant le plus emblématique, car il n'aura de cesse que de tenter de démanteler la gendarmerie. 2161 gendarmes seront arrêtés, 1141 seront soit fusillés, soit morts en déportation, soit décédés au combat, notamment au sein des grands maquis. Tous ont fait leur une devise qui m'est toujours chère, ne pas subir. Celle-ci, elle reste pleinement d'actualité dans ce monde incertain, dans une société qui se déchire. Le gendarme, soldat de la loi, il garde la tête haute et il fait son devoir, en son âme et conscience, avec la pondération et la bienveillante fermeté qui le caractérise, pour contribuer à un avenir serein aux jeunes générations. Voilà, donc on est d'accord, le gendarme c'est un soldat de la loi et il opère une bienveillante fermeté à l'égard de tous, c'est-à-dire aussi bien du politique que du religieux que de n'importe quel citoyen. D'accord, ça va de soi. Hein. Il est l'expression de la loi, le gendarme, c'est tout. Et nul n'est censé ignorer la loi. Et en premier, eh ben, les gendarmes devraient être interrogés sur leur connaissance en droit, et notamment l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui précise bien que la liberté d'expression est le droit le plus précieux de l'homme. Donc ça devrait être expliqué, et on devrait avoir la parole, puisque à part nous, il n'y a personne qui puisse venir expliquer ce qu'est l'Alzheimer, ce qu'est la schizophrénie, qu'est-ce que c'est que le cerveau reptilien, qu'est-ce que c'est qu'un cortex préfrontal, et puis bon, bah quand même, l'histoire de France, la jurisprudence de 1762, d'accord, et le décret de Daniel Vaillant, qui n'est pas conforme à la loi, notamment à la loi de 1905, qui garantit la liberté de conscience, voilà. Donc écoutez, voilà comment naît une dictature quand on prive la liberté d'expression. J'ai plus le temps. J'avais combien, tu me disais? Ah si, il me reste 20 secondes.
20 secondes pour vous dire, écoutez, qu'on tient toujours la barre du bateau, hein, on lâche pas, mais j'aimerais que quand même le général Renaud, Serge Portelli de la magistrature, Marie-France Irigoyen maintenant montent sur le pont, prennent le relais. Hein. Moi, j'ai jamais eu vocation à diriger une nation ou à l'orienter, hein, c'est par obligation. Bientôt.